Hello, ma chère communauté de parents protecteurs. Bienvenue sur Rôle Modèle, le podcast qui explore les origines des violences et conditionnements de l'enfance et qui donne des clés pour élever une génération d'enfants en paix. Le podcast des parents protecteurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur le profil des manipulateurs et des victimes dans le cas de divorce conflictuel avec enfants, avec Christelle Petit-Colin, qui est à l'origine de nombreux best-sellers sur ces sujets. Avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou Spotify, c'est hyper important. Ça m'aide vraiment à faire vivre le podcast et à soutenir nos combats pour la protection de l'enfance. En vous abonnant, vous serez sûr de ne manquer aucun épisode et vous contribuerez à donner plus de visibilité à notre message. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous en remercie infiniment. Et maintenant, passons à l'épisode. Bonjour Christelle, Bonjour Myriam. je suis ravie de vous retrouver comme invitée du podcast, d'autant plus que vous avez été plébiscitée par plusieurs mères de la communauté, donc beaucoup de monde sera ravi de vous entendre ici. Eh ben, ravie d'être là et de partager tout ce que j'ai malheureusement pu apprendre à travers toutes ces histoires que j'ai entendues depuis 30 ans. Mm. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Oui, donc je m'appelle Christelle Petit-Colin, je suis conseille et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Je suis l'auteur de 20 ouvrages de développement personnel. Et au fil de ma carrière, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des victimes de manipulateurs et dans l'accompagnement des hypersensibles suréfficients que j'ai appelés les pense-trop. Mm. Et tout récemment, là, je me suis intéressée aux dégâts que font les agressions sexuelles avec tout un protocole de traitement du stress post-traumatique. J'ai oublié de vous dire que je suis formée à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à l'hypnose ericksonienne, à la thérapie provocatrice de Franck Farelli et puis à d'autres petits outils fort utiles en développement personnel et en communication. Bon, la semaine dernière, il y a eu la diffusion d'un reportage Mère en lutte sur France 2, produit par Mélissa Thuriot. Et il y a un cas, je voulais le soumettre à votre appréciation. Donc, c'est Cynthia. Elle a un fils avec donc un homme. Elle décide de partir un moment parce qu'elle est victime de violences conjugales. Quel âge a l'enfant à ce moment-là? A priori, entre 0 et 4 ans, au moment du reportage, l'enfant a 4 ans. Et donc, elle obtient d'abord la garde principale. On ne sait pas trop comment, mais elle explique qu'à un moment, il y a une garde alternée qui se met en place. Et Avant 4 ans. avant 4 ans. Et ça, c'est une réalité vraiment. Oui, 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 oui. Ben, vous avez un très bon livre qui s'appelle Le livre noir de la garde alternée, qui a malheureusement pas pris une ride. Et je fais tout un chapitre dans mon livre Divorcer d'un manipulateur sur, ou je sais plus si c'est dans Enfant de manipulateur, la garde alternée, l'art de couper les enfants en deux. C'est-à-dire, on fait le jugement de Salomon, on coupe l'enfant en deux, comme ça, on a une illusion d'équité. Et l'idée qu'on transforme l'enfant en SDF qui passe d'une résidence à l'autre sans jamais avoir de chez lui, tous les adultes s'en fichent, hein. Ouais, c'est ça. Alors surtout sur des tout petits, sachant qu'on est des mammifères, qu'on est les plus grands prématurés de la Terre, qu'on a besoin d'un nursing de très haute qualité jusqu'à 7 ans. Ouais, Mettre un enfant de moins de 7 ans en garde alternée, c'est le mettre dans une détresse biologique épouvantable. c'est ça. Il y a même des mères allaitantes qui se retrouvent avec des gardes alternés. C'est hallucinant. Je comprends pas quelle est la logique de ça. Euh, bon. Et Ce que donc, je vous disais, on est dans une société qui est vraiment perverse. ouais, Quel juge peut mettre en garde alternée un bébé au sein? Enfin, elle est où notre biologie, quoi? mm. Et dans le cas de Donc ce Cynthia, pardon, je vous ai coupé. Cynthia, son petit a 4 ans, dites-moi. voilà, se met en place une garde alternée et l'enfant revient de chez le père en disant: «Aïe, ouille, j'ai mal aux fesses».
Elle l'emmène chez le médecin généraliste. Le médecin généraliste trouve des ecmos et une fissure anale. Il lui dit, allez à l'UMJ. Elle va à l'UMJ, même constatation, on lui dit, portez plainte. Elle porte plainte et à partir de ce moment-là, elle apprend que le père a sollicité un juge pour enfants avec un rapport d'un psychiatre. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'enfant est placé. Et au moment du documentaire, elle explique que ça fait 500 jours qu'elle n'a pas vu son enfant. Et J'en ai eu plein des cas comme ça dans ma clientèle. Plein, plein, plein. Dès qu'une maman signale des violences sexuelles sur son enfant, si l'enfant n'est pas placé, il est donné à la garde du père. C'est presque quasi. J'en ai eu énormément dans ma clientèle. C'est un cauchemar pour la mère qui le vit. C'est une torture pour le psy qui l'accompagne. Et en fait, moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans ce cas-là, parce qu'il y a 3 parcours de mères protectrices qui apparaissent au documentaire, c'est le calcul. C'est le calcul. Ça veut dire qu'il attendait exactement qu'elle aille à l'URJ. Il attendait exactement qu'elle porte plainte. Parce que le dossier était prêt. Et depuis quand il était prêt? C'est ça la question. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup? Oui. Oui, oui, les manipulateurs sont cons, mais stratégiques. Clairement. Ils sont stratégiques. Et si ils ont une compétence, c'est celle d'utiliser le système. Alors eux, le récit collectif, ils savent s'en servir, ils savent l'alimenter, ils savent raconter des histoires aux juges, ils savent monter tout un récit qui se tient. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où le parent victime part de travers dans ce récit, c'est foutu pour lui. Dès que les juges ont un a priori sur le parent sain, c'est terminé. C'est terminé. Le parent sain, tout ce qu'il fera sera analysé au prisme de cette idée. Par exemple, on va dire de vous que, alors, je sais pas, par exemple, sous prétexte que votre père a été absent, vous avez un problème avec les hommes et que vous êtes surprotectrice et que vous voulez empêcher le père de s'occuper de l'enfant. À partir du moment où on a posé ce diagnostic sur vous, tout ce que vous pourrez dire ou faire sera analysé au prisme de ce truc-là. Bah, bien sûr, elle n'aime pas les hommes. Oh, bah, bien sûr, elle veut priver le père. Oh, bah, bien sûr, hein, elle est fusionnelle avec son gosse. Oh, bah, bien sûr. Et tout sera ramené à ça. Et c'est là où les manipulateurs excellent pour construire cette idée-là dans la tête de toute la filière. C'est-à-dire, il y a les juges, il y a les intervenants sociaux, il y a les experts. Ils sont extrêmement doués pour mettre en place ce récit. Et après, le parent sain est piégé. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et ce que je vous disais, tout ce qui est inceste, abus sexuels, on est dans une société trop pédocriminelle pour imaginer qu'on va nous rendre justice. Alors, de manière ponctuelle, régulière, sachant que moi j'ai une pratique internationale, hein. J'ai des clients sur tout le monde entier. J'en ai aussi en Belgique, en Suisse. J'ai des expats qui se battent avec une justice qui n'est pas la nôtre. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui, je sais plus si elle est en Suède ou au Danemark, qui se bat avec la justice du pays, etc. Donc, je suis pas en train de dire, mais dans la majorité des cas, les manipulateurs instrumentalisent toute la filière judiciaire avec une facilité déconcertante. Déconcertante. Donc, j'ai eu quelques cas où clairement le juge avait compris, où clairement l'enfant a été protégé. J'en ai quelques-uns où ça s'est bien passé, mais en même temps, c'est interpellant. J'ai eu une maman qui avait réussi à obtenir une mesure de protection pour sa fille, dont le père ne niait même pas qu'il l'embrassait sur la bouche et qu'il lui tripotait la poitrine alors qu'elle était encore toute petite. Hein. Ta jolie tétée, elle avait pas encore tété, mais bon, c'est vous dire à quel point. Et il l'embrassait. Donc, il reconnaissait qu'il avait eu ces comportements, il y voyait pas de mal. Donc, il y a eu des mesures de protection, tout a été bien fait, etc. Mais le problème des mesures de protection, c'est qu'elles sont pas faites pour durer. Au bout de 6 mois, tout le monde en avait marre. Il fallait qu'elle retourne chez son père. Donc, premier truc. Donc, la mère se battait. Je vous rappelle que le problème, c'est qu'il a des actes déviants, qu'il les a toujours pas reniés. Et que je vous rappelle que même la grand-mère a montré ses seins à ma petite. Donc, dans cette famille-là, ça craint vraiment, quoi. Donc, ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Et après,
les services sociaux, eux aussi en hypnose, repartaient sur le conflit parental. Et elle est obligée à chaque fois de débriefer, de dire non, non, c'est pas un conflit parental, c'est un père qui a des comportements inappropriés avec une petite fille et qui n'a toujours pas pris la mesure. Donc, elle a réussi à faire durer les mesures et les mesures, mais les services sociaux en permanence oubliaient retourner dans le conflit parental. Donc, elle a dû en permanence, en bras de fer, rappeler son histoire. Alors, toujours pareil, rappeler les faits, le QQ au QC, le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi on est là, parce que lui arrive à les emmener dans une histoire de conflit parental, etc. Alors qu'il reconnaissait, par ailleurs, il voyait pas le problème d'embrasser sa petite sur la bouche, quoi, et de dormir avec elle. Mm. Donc c'est tout le problème de la filière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que vraiment c'est aussi indétectable à l'extérieur? Est-ce que les filières judiciaires sont elles-mêmes aux prises avec le récit collectif qu'un père aime ses enfants et que les mamans sont toutes des empêcheurs de papa de paterner en rond? Quelle est la base qui fait que la plupart des cas, tout est compliqué? Mais je dois dire que dans certains cas, j'ai été quand même, faut dire aussi le positif. J'ai eu des témoignages de mamans que les policiers ou les gendarmes ont été au top, que le juge a vu derrière le masque du manipulateur, qu'il y a des fois ils ont été clairement démasqués ou les mesures prises étaient les bonnes. Donc dans ces cas-là, ça fait un bien fou, ça fait un bien fou dans ces beaux récits. Mais ils sont encore pas assez nombreux. C'est marrant. Vous avez écrit une série d'articles avec Tristan Berger, donc, qui est avocat, Oui. et qui décrit toutes les infractions que commettent les manipulateurs. Et alors lui, il recommande de signaler ces infractions-là, que sont le harcèlement, les menaces, la diffamation, la discrimination, et j'en passe. Pour autant, les mères protectrices qui vont faire plainte sur plainte parce que violence sur enfant, parce que harcèlement, parce que menace, on va justement les stigmatiser en disant qu'elles sont harceleuses et puis qu'elles en Et procédurière. et procédurières. Mais lui, il dit quelque chose qui est intéressant, il dit agir tôt, même sans certitude absolue, c'est déjà reprendre le contrôle. Qu'est-ce que vous en Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut devenir aussi stratégique que le manipulateur. Il faut préparer son dossier, ce qu'on appelle le précontentieux. Il faut préparer son dossier. Et le manipulateur, il fait ça depuis le premier jour du mariage, lui. Alors qu'il prétend qu'il vous aime, qu'il n'aime que vous, il dit, pour le premier jour, il est déjà en train de monter son dossier, de noter les trucs qui vont lui... Et les victimes arrivent complètement démunies. Donc moi, il y a des fois, je les secourais, mes victimes. Les textos où ils menacent de mort, ben non, je les ai effacés, ça fait trop de la peine. Voilà, il y a un moment donné, trop humaniste, zut, quoi, reviens sur terre. Les comptes en banque, ah ben non, j'ai jamais mis le nez dedans, il veut pas que je m'en occupe, ça le fâche. Donc ça fait, qu'est-ce que vous voulez être crédible devant un juge si vous n'avez jamais mis le nez dans le compte du ménage? Comment vous voulez expliquer en tant que femme adulte que depuis 20 ans, il vous a pas laissé approcher des comptes? Enfin, il y a un moment donné, il faut être un peu, toujours pareil, revenir sur terre. Oh non, moi, les comptes, ça m'intéresse pas, il voulait s'en occuper. Donc, vous savez pas ce que vous avez sur les comptes, vous savez pas combien ils gagnent, vous savez pas ce que vous payez comme impôt, vous savez pas où est l'argent. Rien, quoi. Oh ben non, c'est lui qui s'en occupe. Et il y a rien qui vous choque au moment du divorce, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi ramener les victimes sur terre à ce niveau-là et surtout leur faire comprendre qu'il y a un phénomène de datation qui est extrêmement important. La datation, c'est d'avoir une date pour faire remonter à cette date-là les problèmes. Je vous donne un exemple concret. J'ai beaucoup de cas de femmes violentées dans ma clientèle. À un moment donné, elles n'en peuvent plus. Elles attendent la dernière rouste pour faire constater, porter plainte et partir. Mais en justice, une plainte, une rouste, ça ne représente pas 10 ans de maltraitance. Il vous a tapé vous avez porté plainte une fois, il vous a tapé une fois.
Mmh. Donc, en amont de ça, si il y avait, alors on le sait qu'après, mais si 10 ans auparavant, quand la première gifle est tombée, elle avait ne serait-ce que mis une main courante, elle avait ce qu'on appelle une datation qui faisait remonter les violences conjugales à 10 ans. Et Mmh. ça, c'est un processus judiciaire dont les victimes sont pas conscientes. Faire des mains courantes, avoir des traces, ne serait-ce qu'à envoyer un mail à son mari en lui disant dimanche soir, tu t'es encore énervé, je te signale que j'ai des bleus, voici les photos Mmh. et je te demande à partir de maintenant de me respecter, d'arrêter de me taper. Rien qu'un mail avec des photos et une date, ça peut servir de dotation. C'est ça le précontentieux, c'est commencer à monter son dossier. Mais pour les victimes qui sont profondément bienveillantes, humanistes et qui croient qu'on va tout arranger avec des mots, ce serait calculateur, procédurier, etc. Oui, mais c'est ce qui vous sauvera peut-être la vie, celle de vos enfants à un moment donné. Ouais. Donc, il y a un moment donné, il faut là aussi redescendre de son petit nuage. La justice ne peut fonctionner qu'avec des preuves. Ouais. Et mon avocate m'avait parlé de ça aussi, c'est les propos rapportés. C'est-à-dire, si la victime dit à son frère, à sa sœur, à son ami, par message, par mail, il s'est passé ça. Ça permet une attestation aussi a posteriori. Mhm. Quand on va solliciter du coup les proches, eh bien ça tombe pas de nulle part. Et ça c'est une longue discussion que j'ai déjà eue avec une amie. Le problème à ça, c'est l'espèce de huis clos qu'on instaure avec le couple. Faire croire que le couple va bien, pas partager les problèmes du couple. Et en fait, ça porte plus préjudice aux victimes, bah, du coup, qu'aux manipulateurs, en fait. C'est le jeu du manipulateur. Tu dois protéger mon image, quoi qu'il t'en coûte. Mm. Donc, effectivement, devant les autres, tu fais celle qui va très bien. Ils vont dire, mais jamais j'aurais pensé que ce couple n'allait pas. Ils avaient l'air tellement heureux. Et en fait, elle participe à la mystification. Mais si elle ne participait pas à la mystification, le soir en rentrant, elle aurait les représailles aussi. C'est l'un l'autre. C'est Mm. les deux qui fonctionnent comme ça. Donc c'est pas forcément par plaisir qu'elle participe à la mystification, c'est parce que ça fait partie du contrat. Tu vas sûrement pas toucher à mon image. C'est ce qui les rend fous, les manipulateurs, c'est qu'on touche à leur image. Ils ont que ça. Leur pognon, leur image, c'est tout ce qu'ils ont. Alors, faut surtout pas toucher à ça. Touche pas à mon image, sinon, Ah, vous avez euh, bien résumé, hein. L'argent. mon pognon, mon image. Le reste, je m'en fous. Mais presque, tu peux me tuer, mais tu touches pas à mon image. Mm. Mm. C'est Et ça. c'est tout ce qu'ils ont. Ils sont tellement vides. Donc, alors du coup, je sais plus pourquoi. J'ai mon cerveau qui est parti Et ça, en. c'est finalement la stratégie que peuvent aborder Ah, les parents. si, ça y est, j'ai retrouvé un truc hyper important. Dans les prisons, de temps en temps, les gardiens de prison font des fouilles dans les cellules. On est d'accord? Hein, de temps en temps, ils organisent une rafle, ils font sortir les détenus, ils fouillent la cellule de fond en comble pour voir s'il n'y a pas de la drogue, des limes à ongles ou des téléphones, etc. Et c'est normal, d'accord? Quand on vit avec un manipulateur, on vit les mêmes fouilles mentales. C'est-à-dire que le manipulateur, à un moment donné, surtout pour peu comme ils sont très paranoïaques, à un moment donné, il a l'impression qu'on leur cache quelque chose, il va vous faire subir une fouille mentale. Il va vous coincer dans un coin, il va vous poser des questions recoupées, etc. Il va vous fouiller la tête dans tous les recoins. Et malheur à vous si dans votre tête, il trouve un truc que vous lui avez pas dit, même anodin. D'accord? Donc, les pauvres victimes ressortent de ces fouilles complètement épuisées, terrorisées et épuisées. Et pour les éviter, elles prennent l'habitude de vivre avec les poches retournées. C'est-à-dire que les victimes apprennent à vivre dans une transparence absolue pour ne pas attiser la paranoïa de leur manipulateur et risquer que leur manipulateur leur fasse subir, un, la fouille mentale, deux, les représailles s'il a trouvé un truc dans la cellule. Et donc, pour les victimes, à un moment donné, cacher quelque chose à son manipulateur, c'est commettre un crime qui sera sévèrement puni. Donc, déposer une main courante, Mm. préparer du précontentieux, ça fait partie du truc. Donc moi, je leur dis bien, souvent on dit aux victimes, il faut fuir, il faut fuir. Je dis non, il faut pas fuir, il faut s'évader. Et l'évasion n'est pas la même dynamique que la fuite.
Et une évasion, ça se prépare. Et là, j'insiste lourdement, on ne prévient pas son geôlier qu'on s'évade. Je vais pas aller trouver le gardien de prison et lui dire, au fait, demain à 3 heures du matin, je vais scier les barreaux, je vais passer par la cour nord, hein. Il y a une voiture qui m'attend dans la rue, je vous dis au revoir tout de suite parce que demain, je suis pas sûre que j'aurai le temps. C'est absurde. Donc, on ne prévient pas un geôlier qu'on s'évade. Et c'est le plus difficile pour les victimes de réapprendre à être dissimulatrices, ce qui est vécu comme un crime par le manipulateur. Donc ça aussi, ça participe à la difficulté à amonceler les preuves en amont, à être stratégique, à cacher des trucs. Et puis, je dis aussi des manipulateurs que c'est un hybride entre la commère et l'espion. C'est des chasseurs, ils adorent vous traquer, vous renifler, écouter aux portes, fouiller votre téléphone. J'avais fait une attestation une fois pour une amie. Cette couillonne, elle est allée mettre l'attestation dans le bas d'un placard. Évidemment, il est tombé dessus tout de suite. Donc, je vous dis pas la scène qu'elle a eue. Ah, mais je pensais pas qu'il fouillerait dans le placard. Non, mais attends, arrête d'être nouille aussi à un moment donné. Mais c'est ça, c'est que le prérequis, c'est de récupérer une autonomie émotionnelle qu'elles ont complètement délaissée pendant des années, des décennies, et Voilà. potentiellement toute leur vie s'il y a eu un paratoxique avant. Voilà. Mais pour vous dire à quel point le contrôle le contrôle coercitif peut être important, j'avais un de mes clients, il était chronométré quand il allait faire les courses. Et il me disait, ça fait des années que je rêve juste d'aller me promener. Il habitait une ville où il y avait une rivière et juste me promener un peu sur les bords de la rivière, là, sur le chemin de halage. J'ai jamais le temps. Il peut même pas aller se promener le long de la rivière quand il va faire les courses. Ah, ça, c'était une question que je voulais vous poser parce qu'on parle beaucoup des mères protectrices. Est-ce que les pères protecteurs, ça existe? Alors c'est pas tout à fait la même, dynamique. Il faut savoir que les hommes ont encore plus honte que les femmes d'avoir été manipulés. Hmm. C'est-à-dire que nous, les femmes, on sait bien que quelquefois, les hommes, c'est pas à nos beaux yeux qu'ils en veulent, c'est à nos fesses. Donc, on est quand même un petit peu habitué des fois à voir que le mec, il était stratégique et ce qu'il voulait de moi, c'était pas ce que je croyais. Donc, on a un peu cette habitude-là. Les hommes, non. Ils ont reçu un amour inconditionnel de leur mère. Ils ne peuvent pas imaginer qu'une femme qui leur dit qu'il les aime ne les aime pas. Donc, c'est très violent pour eux de réaliser qu'elle ne les a jamais aimés. C'est très, très dur. Et l'impression d'être manipulé et la notion d'impuissance ne résonne pas pareil pour une femme et pour un homme. Donc pour les hommes, c'est très très humiliant d'être réduit à l'impuissance, c'est très très humiliant de ne pas avoir été aimé, c'est très très humiliant de ne pas avoir vu le piège. C'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les codes d'honneur masculin, je règle mes problèmes moi-même. Hmm. Donc les hommes n'ont pas, comme nous les femmes, le réflexe de demander de l'aide. Ça vient mieux, hein. Je trouve qu'en 30 ans d'exercice, j'ai quand même beaucoup plus d'hommes dans ma clientèle que ce que je pouvais en avoir au début. Donc ils ont moins le réflexe d'aller demander de l'aide et c'est terrible pour eux d'avouer qu'ils se sont fait manipuler à eux-mêmes comme à leur thérapeute. Ah, c'est intéressant parce que c'est comme si ils se faisaient harakiri à eux-mêmes sur leur paternité. Est-ce que ce serait plus des pères qui laisseraient les enfants à la mère en disant Alors, ça me fait trop honte non, et c'est le même problème, c'est-à-dire que souvent les mères qui sont avec un manipulateur sont d'excellentes mères, hein, puisque le manipulateur il a besoin d'une mère bis, donc il va en choisir une qui a un niveau de nursing haut de gamme. Hmm. Inversement, les pères protecteurs, c'est des pères qui auraient des capacités paternelles hors normes aussi, puisque leur espèce de petite peste de manipulatrice a justement choisi un papa de substitution qu'elle peut faire tourner en bruit comme elles veulent. Mais le problème, c'est que justement, comme ce sont des bons pères, un bon père n'aurait pas l'idée d'arracher un petit à sa mère. Hmm. Mais on a le même problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que les victimes femmes de manipulateurs, hein, à l'idée d'empêcher le petit d'avoir un papa, ça leur déchire le cœur aussi. Donc Hmm. elles mettent longtemps à réaliser que leur conjoint, il faudrait même pas leur confier
le canari ou le cochon d'Inde, alors encore moins les enfants, quoi. Mais elles ont encore cette espèce d'idéalisme que un enfant a besoin d'un père. Oui, il a besoin d'un père, il n'a pas besoin d'un tortionnaire. Ouais. Euh, et donc les pères protecteurs ont le même problème. Les pères protecteurs sont proches de la biologie, ont bien compris qu'un petit a besoin de sa maman femelle. Donc l'idée d'arracher un petit à sa femelle est quelque chose qui ne leur viendrait pas à l'idée. Donc souvent, je suis obligée d'insister un peu puisque c'est le seul cas de figure où je trouve que la garde alternée a son utilité, c'est quand la mère est très manipulatrice et très incompétente au niveau maternage. Dans Mmh. ce cas-là, en garde alternée, l'enfant a quand même une semaine de répit sur 2. Ouais. Mais la plupart des pères protecteurs disent, mais enfin eux, ils se disent, mais un petit loin de sa maman, c'est pas possible, c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Donc ça joue. Et finalement, il y a pratiquement que les pères manipulateurs qui sont acharnés à obtenir la garde ou la garde alternée de leurs Ouais, enfants. c'est ça. Mais Les pères protecteurs n'ont pas cet acharnement contre la mère. c'est ça. Bah, c'est là où moi j'ai une petite théorie, c'est que quand on regarde les statistiques des divorces conflictuels, il y en a que 10%. Et quand, alors moi j'avais en tête 8% de pervers narcissiques, et je me suis dit, ah, c'est intéressant quand même, c'est pas si loin que ça. Donc c'est à se dire pour un juge qui voit un dossier arriver dans son bureau, de se dire que par définition, il y a un parent malsain dans l'histoire. Alors, le problème, il est carrément inversé. C'est-à-dire que si nous sommes des mammifères, donc si vous regardez les statistiques, la plupart des pères sont très contents de laisser la garde de l'enfant à la mère, puisque c'est un boulot de mammifère femelle de s'occuper des petits. Donc, leurs enfants 4 jours par mois, un week-end sur 2, ça paraît équilibré, mais en fait c'est 4 jours par mois. Les hommes aiment leurs enfants dans le cadre d'un amour vivant. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de garder un lien fort avec des enfants qui vivent pas avec eux. Donc, Mhm. paradoxalement aussi, c'est très douloureux. Quelquefois, le père remarié avec une famille recomposée sera plus proche des enfants de sa nouvelle épouse qu'il aime que de ses enfants légitimes qui sont avec une épouse qu'il n'aime plus. Mhm. Donc, c'est un vrai problème. Et on se rend compte quand même statistiquement que beaucoup de pères lâchent l'affaire, ne voient pratiquement plus leurs enfants après le divorce. Et certains pères me le disent. Ils me disent, moi, mes gamins, je les vois 4 jours par mois, hein, un week-end sur 2 peut-être, mais ça fait 4 jours par mois. En 4 jours, je vais pas rattraper l'éducation épouvantable que mon ex, que je supporte plus, leur donne. Je vais pas passer 4 jours à faire du dressage. Ouais. Donc, du coup, quand je les vois, je vois des enfants hyper mal élevés, mais moi, j'ai pas à cœur de leur dire, tiens-toi bien, etc. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais gentil organisateur de colo, je m'amuse avec eux, on fait des trucs sympas, puis je les rends à leur mère, mais j'ai plus aucune fonction éducative, je ne peux pas partager mes valeurs, et je suis malheureux de voir ce qu'ils deviennent au contact de mon ex, que je peux rien. Donc, du coup, petit à petit, le lien se distend pour ça aussi. Donc, les juges savent aussi que beaucoup de pères se désintéressent de leur progéniture après le divorce. Donc, imaginez pour un juge un père qui sanglote, qui pleure, qui veut ses enfants, qui les aime tellement, c'est tellement rare. Celui-là, il a un tapis rouge, hein. Comment imaginer que c'est des larmes de crocodile et que c'est du cinéma? On a eu un petit peu le doute avec les pères sur les grues. Oui, oui, oui. Heureusement. Ouais. Merci à eux. Merci à eux, ils ont un peu tombé le masque. On a vu que les pères pleurnichards, j'ai pas mon enfant, etc., avaient des passés assez troubles. Mm. Mais moi, je suis juge d'instruction, je connais les statistiques, je sais que la plupart des pères se désintéressent. Je vois que la plupart des pères ne demandent même pas la garde alternée ou un mercredi de plus, qui sont bien contents d'avoir un week-end sur 2 et c'est tout. Que ce qui les intéresse surtout, c'est la pension minimale. Hein, la plupart des pères ont quand même hein, le portefeuille, il est sur le cœur hein, dans le veston. Hein. Mm. Moi, juge, je vois enfin un père investi qui prétend qu'il aime ses enfants, qui veut. Eh ben oui, je vais lui donner ce qu'il demande. Donc c'est pour ça que beaucoup des pères qui demandent la garde alternée l'ont,
parce qu'ils sont tellement peu nombreux à la demander et les pères se désinvestissent tellement. C'est triste, hein. Un juge averti devrait avoir la réflexion inverse. De se dire, si un père s'acharne tellement, c'est qu'il y a un loup. Alors, moi, je pense que ce qui pourrait aider les juges, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'un bon père respecte la mère de ses enfants. C'est la première condition d'être un bon père, c'est de respecter cette merveilleuse femme qui lui a fait des si beaux enfants. L'idée qu'on peut être un méchant mari et un bon père, elle est fausse. Mm. Si je tape sur la femme qui m'a fait des enfants, je Mm. peux pas être un bon père. Donc, c'est la première chose à vérifier dans un divorce. Si en guise de dossier, c'est une espèce de réquisitoire impitoyable contre cette mère qui rate tout, etc., etc., et les warnings devraient s'allumer euh, en disant mais comment peut-il prétendre aimer ses enfants en étant aussi haineux avec cette femme qui les lui a donnés quand même. Il y a un moment, ça marche dans les deux sens, hein, ce que je dis. Hein, je peux faire la démonstration dans le sens. Souvent, le parent sain n'est pas du tout, dans cette logique d'accuser l'autre de tous les maux. Il essaye de se faire comprendre, il essaye d'expliquer ce qui se passe, mais il n'est pas à dire c'est un salaud, etc. Ça, c'est que les manipulateurs qui font ça. Mm. Donc, une vraie victime, une fausse victime, une vraie victime, elle veut être comprise, une fausse victime, elle veut que l'autre soit puni. C'est vraiment le jugement de Salomon. Il y a une mère qui préfère encore que l'enfant soit entier avec la fausse mère, et la fausse mère qui veut que l'enfant soit coupé en deux. Mm. Et c'est exactement ça qui se joue dans les tribunaux. Les juges pourraient être attentifs à ça, parce que souvent, effectivement, les deux s'accusent de la même chose. Mm. Donc, les pauvres juges, qui dit vrai, qui dit faux. La démarche de dénigrer l'autre avec un réquisitoire, alors il faut voir les mails. Ça aussi, les juges, ils les ont sous les yeux, les mails. Surlignés, point d'exclamation, désordre, et encore une fois, tu n'as pas, etc. Ça, c'est typique des manipulateurs. Mm. Alors, on dirait qu'ils essayent de faire de l'hypnose par écrit. Ils mettent les mots en majuscules, ils les soulignent 3 fois, ils mettent 3 ou 12 points d'exclamation. Et voilà, c'est que des mails avec que des accusations. Là, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui est dans le compromis. C'est pas celui qui dit est-ce que tu peux faire attention, il est rentré avec ses lunettes cassées ou il a abîmé son appareil dentaire. Hein. Est-ce que tu as repéré à quel moment ou ce que font par d'ailleurs ces pauvres mamans, je te rappelle qu'il est allergique au lactose, il est encore rentré avec les intestins en vrac, fais attention s'il te plaît. Mm. Ouais. Hein, parce que ça aussi, empoisonner leur gosse allergique. J'ai eu le cas, une maman, les enfants étaient intolérants au lactose, ils rentraient, évidemment, ils faisaient que les bourrées de laitage pendant tout le week-end, et les enfants rentraient dans un état épouvantable, mais c'était la mère qui était surprotectrice et anxieuse, bien sûr. Ouais. Et Christelle, alors on adorerait vous avoir pris longtemps, mais je vais poser une dernière question pour clôturer cet épisode. Euh, Quelles croyances les parents protecteurs et en particulier les mères protectrices devraient changer dans leur logiciel au moment où elles Alors, entament tout ce parcours? alors, il y en a plusieurs. Hein. La première, c'est de croire que l'autre est de bonne volonté, qu'on va réussir à s'entendre avec lui. Mm. On ne peut pas s'entendre avec un manipulateur, on ne peut que le cadrer. C'est Mm. tout. Et plus il est cadré, plus il est hors d'état de nuire. Mais si on commence à négocier avec lui, c'est terminé. Donc ça vous oblige à avoir une position extrêmement psychorigide face à lui, de ne rien céder. Je dis aux parents protecteurs, n'ayez jamais besoin de l'autre et ne commencez pas à négocier un week-end l'autre, etc. Alors, ils ont les larmes aux yeux, mais alors il sera pas là à mon anniversaire. Non, il sera pas là non plus à l'anniversaire de la cousine Berthe. Le jugement a dit, c'est votre base, tenez-vous à votre jugement. Quand on divorce, de toute façon, on perd la moitié des trucs. Donc oui, il y aura un Noël sur deux, il sera pas avec vous. Et alors, pour les parents sains, mon Dieu, enfin, surtout les mamans, les mamans sont très à cheval sur les dates, les anniversaires, etc. Les papas un peu moins.
Bah oui, il sera pas là à votre anniversaire. C'est comme ça, c'est sur le jugement. Et si elle commence à dire: «Alors moi je le voudrais pour mon anniversaire, donc je te le», c'est terminé. Si vous commencez à faire du troc avec un manipulateur, donc soyez psychorigide, tenez-vous-en au jugement, faites en sorte que le jugement soit le plus quadrillé possible pour avoir une bonne base, et ne croyez pas que ça s'apaisera autrement qu'en lui posant un cadre. Mmh. Et donc, arrêtez de croire qu'un jour ça s'apaisera. S'il y a bien une croyance à retirer, un manipulateur ne change pas. Il ne sera calme que s'il est bien cadré. Comme un gamin. Comme un gamin, hein, regardez les épisodes de Super Nanny, quand un gamin n'est pas cadré, il est épouvantable, dès qu'on lui met un cadre, il est calme. Un manipulateur calme, c'est un manipulateur qui est bien cadré. La justice a une part à faire, vous avez l'autre part à faire. Je vous donne en exemple, ne le laissez plus rentrer chez vous. Vous êtes divorcé. Là, j'ai une maman, il vient bouffer chez elle. Il s'invite à dîner et elle Ouais, n'ose pas dire non. Ils sont divorcés. Je dis, il a rien à faire chez vous. ouais, Donc il y a un moment, voilà, hein, il faut aller à la confrontation. complètement. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. C'était très, très riche. Merci énormément. Alors, un dernier mot, de tout cœur et bon courage à tous les parents protecteurs aux prises avec un de ces individus, hommes ou femmes. Je sais ce que vous vivez. Beaucoup d'entre vous ont dit en larmes dans mon bureau, vous êtes la seule personne qui me croit, la seule personne qui me comprend. Et je voudrais voilà dire à tous ces gens à quel point je sais la profondeur de leur solitude dans leur combat. Donc, courage à vous tous et à vous toutes. Ouais. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou Spotify, et à partager l'épisode sur les réseaux, dans vos réseaux amicaux, familiaux, à toutes les personnes pour lesquelles cette information peut être utile pour protéger encore mieux et encore plus largement les enfants. Si tu veux être une réelle contribution, sois un exemple.